Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette nouvelle édition de l'atelier pédagogique. Donc, je me présente. Moi, je suis Héloïse Capet. Je suis en charge du pôle d'appui à la pédagogie ici à Dauphine. Et ce service travaille de manière très rapprochée avec le FURM, qui lui accompagne par des formations aux usages du numérique et aux réalisations multimédia. Et pour le coup, nous, on intervient en amont des projets numériques pour aider les enseignants à réfléchir à leur enseignement, à éventuellement le repenser, à éventuellement intégrer du numérique, mais pas forcément réfléchir à sa pédagogie. Ça peut être sous diverses formes. Donc notre mission, elle consiste à accompagner ces transformations auprès des enseignants et puis au service de la réussite des étudiants. Donc, ce service d'appui à la pédagogie, comme les services d'appui sont structurés, habituellement, on a des métiers particuliers, dont celui de conseiller pédagogique. Donc, on est très fiers d'avoir réussi ce challenge de recruter un conseiller pédagogique parce que ce sont des gens qui ont eu un parcours d'enseignant-chercheur et qui ont fait le choix, après avoir soutenu une thèse, de venir aider les collègues et se mettre au service des collègues enseignants-chercheurs et donc mettre entre parenthèses la carrière qui se déroule normalement après le doctorat. Donc je la remercie, Baïtéa, d'être présente aujourd'hui. Et puis à ses côtés, Sophie Mérité, donc je ne présente plus parce que tout le monde la connaît à Dauphine. En tout cas, elle est maître de conférence à Dauphine. Et Sophie a été une des premières, alors comment je dis, tête brûlée, en tout cas volontaire, qui a fait preuve de curiosité et qui est venue toquer à la porte en se disant qu'est-ce que cette équipe pourrait m'apporter. Et donc aujourd'hui, l'atelier a pour objectif de vous faire un retour d'expérience. Donc Sophie est venue nous consulter en juin dernier. Voilà, donc l'objet de cette séance d'une heure, on va passer une heure ensemble, ça va être d'écouter le témoignage de ce binôme qui est parti avec une certaine demande et qui a transformé donc notre enseignante ici présente, Sophie Mérité. Donc je vous laisse la parole. Merci mesdames. Merci beaucoup Héloïse. Merci Héloïse. On y va. On y va. Alors, hop. On présente le public, donc on va parler d'un dispositif spécifique. On ne va pas parler d'une transformation tout de suite dans l'absolu. On a travaillé donc sur le cours de Sophie en Executive MBA. Donc c'est un cours particulier parce que c'est un cours de formation continue. C'était pas sur la formation initiale. On est sur un public franco-canadien. Et c'était donc deux populations séparées qui se retrouvaient pour un cours en commun fin août. Et donc on avait un effectif qui était assez important puisque c'est deux groupes de 45 étudiants, donc 90 étudiants. Et donc j'avais une partie de semaine, 2 jours et demi avec un groupe franco-canadien et la fin de semaine, 2 jours et demi avec l'autre groupe franco-canadien. Donc c'est vrai que on est quand même dans un contexte particulier et qui explique notamment les transformations du cours. Alors le cours, juste pour le titre, donc pour ceux qui me connaissent, ça ne surprendra pas, c'est donc la transition énergétique, transformation des chaînes de valeur des stratégies d'entreprise. Et l'idée, c'était donc, comme je viens de le dire, de faire du distanciel et après du présentiel à Montréal au mois d'août. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un espace en ligne, à distance, avec, on va le montrer maintenant, avec... donc une mise à disposition de ressources auxquelles les étudiants avaient accès, disons c'était quoi, un mois avant le cours en présentiel ? Voire un petit peu plus, disons que un peu
par habitude, je mettais des documents en ligne et vaguement, je les mettais à jour en rajoutant des documents. Alors, ça pouvait être des vidéos, ça pouvait être des articles. C'est vrai que je me forçais un petit peu à mettre à jour, mais il n'y avait aucun autre effort. Maintenant que je sais ce qu'il faut faire, je mettais juste des documents en ligne et j'espérais que les étudiants vaguement les regardent. Et si j'avais une question sur un document, je me disais c'est bon, c'est gagné. Il y en a au moins un qui a lu un document que j'ai mis en ligne. Donc l'idée, c'était qu'ils passent par cet espace, ça c'était l'espace initial, pour apprendre à travers les documents mis à disposition quelques notions avant d'arriver en présentiel. Le fait est que c'était pas forcément fait avant le présentiel, on peut dire ça. Et donc il a fallu revoir un petit peu tout ça. Souvent, les étudiants en fait me disaient à l'instant T, quand je commençais mon cours, je leur disais vous savez, vous avez vu les documents sous MyCourse, et là ils disaient non, attendez, on va regarder. Et donc en fait c'était vraiment en présentiel qu'ils commençaient à regarder les vidéos, les cours, en disant mais vous avez mis beaucoup de choses, madame. Oui, c'était l'objectif, que vous les regardiez un peu avant, mais c'est pas grave, voilà. Et donc souvent après, moi, dans la séance, je faisais référence à ce que j'avais mis en ligne, en disant mais vous voyez, j'ai mis un article dessus sur ce thème. J'ai mis une petite vidéo que je trouve assez intéressante. Mais donc c'était pas du tout là pour le coup du distanciel, c'était en présentiel que j'utilisais des ressources que j'avais mises en ligne. C'était plat pour moi. Un peu frustrant. Je voulais pas le dire, mais c'est un peu le mot. Et alors, du coup, Sophie, pourquoi avoir voulu transformer ton cours ? La transition. Elle est belle. Alors, le pourquoi ? C'était clairement une demande institutionnelle, puisque Nicolas Berland a pris la direction de l'exécutive MBA et que Nicolas voulait dynamiser certains cours, et notamment sur les cours où les Français étaient avec les Québécois. Comme on avait un cours un peu avec de l'interculturel, ça devenait plus intéressant de dire on va faire un cours plus dynamique. Et c'est vrai que moi, ça correspondait aussi à un moment où le nouveau directeur de l'exec me proposait de faire un cours sur mon champ, donc sur la transition énergétique. Et donc j'ai dit à Nicolas, écoute, si tu veux banco, moi je change de cours sur le fond, je vais vraiment sur un cours sur mon champ de compétences, et en même temps je veux bien, parce que c'est un peu frustrant, essayer de modifier le cours sur la forme, et c'est comme ça qu'un jour j'ai frappé à la porte de Vaitea, et que là on est passé sur l'idée il faut vraiment dissocier le avant le présentiel, donc ce qu'on appelle le distanciel. Ce distanciel, il faut l'organiser. Et donc sur le présentiel à Montréal, il faut que ça devienne, parce qu'on est en formation continue, il faut quand même que ça soit très interactif. Et il y avait une vraie demande des étudiants en formation continue de l'interaction, de mobilisation des connaissances, et de ne pas être 2 jours et demi enfermés en étant très passif et à écouter l'enseignant, même si moi j'essayais d'être dans l'interaction à l'instant T, ça n'a rien à voir avec le nouveau processus. Et donc c'est vrai qu'il y avait une vraie demande de dynamiser ce cours. Donc il y a eu pas mal de transformations. Je vais parler là essentiellement des transformations pédagogiques. Alors ça fait beaucoup de jargon qu'on va traduire ensemble. Donc on est passé finalement d'une approche transmissive, c'est-à-dire d'un cours un peu magistral en présentiel avec une mise à disposition de ressources à distance, à une approche de médiation avec un cours, on va vous remontrer l'espace, un cours qui a permis à distance aux étudiants de découvrir, d'apprendre les nouveaux concepts pour ensuite en présentiel que Sophie puisse faire davantage de médiation, c'est-à-dire travailler à l'appropriation des connaissances à travers des mises en situation, des jeux de rôle, voilà, on va dire ça comme ça. On a eu toute une approche pédagogique spécifique pour justement travailler le développement de cette compétence réflexive. T'as bien aimé compétence réflexive, Sophie, je sais. Alors, je vous rassure, au bout d'un rendez-vous avec Vaitea, tous ces mots-là, elle les répète tellement qu'au bout d'un moment, vous dites « Ah ouais, donc ça doit être important. L'approche réflexive, ça doit être quelque chose que je dois retenir. » Donc, j'avais un premier rendez-vous, je suis sortie, j'étais un petit peu perplexe. Mais après, voilà, on rentre totalement dedans.
Donc, à distance, on est passé d'une individualisation de l'apprentissage quand apprentissage il y avait, c'est-à-dire qu'on est passé d'étudiants laissés tout seuls devant un espace en ligne à un apprentissage finalement qui a été collaboratif. Je vais peut-être vous montrer l'espace en même temps. Et là, c'est le après. Et là, c'est le après qu'on va voir tout de suite, avant, après. Donc, on a vraiment eu un cours en ligne donc, structuré avec des modalités du cours claires, une organisation plutôt facilitante par rapport à l'espace, une modalité d'évaluation précisée, des objectifs pédagogiques spécifiques aussi, avec des contenus de cours, donc avec un petit volet qui explique. Toujours. Et en fait, ça, c'est la première leçon que j'ai vraiment apprise et retenue, c'est qu'il faut toujours donner des consignes. Et c'est vrai que moi, je ne donnais pas des consignes. Je mettais un article en me disant, ils voient un article, ils vont le lire. Enfin, voilà, on ne va pas chercher. Et ben non, il faut leur dire pourquoi il faut lire cet article. Donc, lisez cet article, soulignez, regardez les traits saillants sur tel thème. Et donc là, on les oriente déjà à la lecture. Et donc ça, moi, je ne le faisais pas. C'était, voilà, vous avez une vidéo, vous la regardez et je suis contente. Donc là, on a cherché à donner du sens aussi, c'est-à-dire que les étudiants, évidemment, on leur dit vous avez cours de ça, ils savent qu'il y a une note, ils savent qu'ils sont obligés de le passer, bon, ils le font. Mais ils le font quand ils sont obligés, mais on peut quand même expliquer l'intérêt de telle ou telle discipline, pourquoi finalement est-ce qu'ils ont dans leur maquette tel objet d'apprentissage pour qu'eux puissent se l'approprier et que ça fasse sens dans leur apprentissage. Donc on a rangé les contenus avant de les développer en activité, séance par séance, avec toujours les objectifs d'apprentissage précisés pour chaque séance. Et quand on rentre dans les séances, hop, on a un volet qui leur explique comment on la travaille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont seuls devant leur ordinateur, donc il n'y a rien d'évident. Et on les a fait travailler collectivement via un wiki, ce qui prête souvent à sourire parce qu'on se dit que les wikis, ça ne fonctionne pas, mais si. Et j'étais la première, je me suis dit oui, vas-y, mets un wiki, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, bien au contraire, ça a fonctionné. Et j'en suis la première surprise. Mais parce qu'en fait, on a organisé des activités d'apprentissage donc structurées. Donc, il y a bien des ressources, il y a toujours des ressources, vidéos, articles, etc. Mais on leur dit quoi en faire. C'est-à-dire, vous allez rentrer, regarder cette vidéo. Vous allez, par exemple, ici, repérer les caractéristiques techniques, économiques, etc., des énergies fossiles. Et une fois que c'est fait, et c'est souvent ça qui manque, c'est l'activité de restitution. Une fois qu'on leur a demandé de lire ou de comprendre quelque chose, qu'est-ce qu'ils en font de ça? Donc une fois que c'est fait, vous allez aller alimenter le wiki pour vous-même définir les différents concepts, etc., caractéristiques au fur et à mesure des activités, ce qui permet même finalement d'avoir une co-construction par les étudiants d'une base de contenu. C'est eux qui définissent les différents termes, les différentes notions, ce qui fait qu'ils se les approprient au fur et à mesure et qu'on a pu passer, on pourra revenir sur l'espace si nécessaire après, et qui fait qu'on a pu passer à une dynamique donc, qui était un peu plus magistrale en présentiel, à une dynamique interactive, structurée donc autour de mise en situation, etc. Alors la question c'est comment on passe de l'un à l'autre. C'est un grand témoignage. Donc on a travaillé ensemble évidemment. Horrible. Mais non, c'était super sympa Sophie, t'étais contente, rappelle-toi. À la fin. Alors c'est un cours de 2 jours et demi, donc c'est 15 heures. Oui, formation continue. C'est pour ça que je disais, on est sur un cadre particulier de formation continue, en plus à l'étranger, avec un public qui est mixte. Et on avait insisté, Vaitea m'a bien fait insister sur l'interculturel. Donc il y a eu des jeux de rôle où on mettait en exergue ce point-là. Alors, non, mais je rigole, le travail, c'est vrai, la première séance, elle est particulière, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais c'est un vrai travail. On a travaillé j'ai surtout travaillé 1 mois et demi pour repenser, avec l'aide de Vaitea, ce cours. Mais c'est intensif, c'est pas, oui, on va se voir 2-3 fois et tranquille. Non. Mon mari, il n'en pouvait plus du cours. Là, il s'est dit, mais c'est pas possible. J'ai passé mes soirées, notamment les dernières semaines, je passais mes soirées
soirée pour remplir cet espace distanciel. Et Vaïtéa, le lendemain, me détruisait en disant « Mais t'as oublié la consigne, il faut rajouter. Et pourquoi t'as mis ça ?»« Ah oui, mais parce que j'aimais bien la vidéo, elle est sympa la vidéo. » « Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que les étudiants tirent de cette vidéo ?» Et mine de rien, il y a du temps, on passe du temps. Oui, parce qu'il y a tout un travail de définition. Donc, on a mis un peu les principales étapes à suivre. La première étape étant, avant même de rentrer dans le contenu, c'est qu'est-ce qu'on veut enseigner, pourquoi et pour quel type d'apprentissage, qu'est-ce qu'on vise, quels sont les objectifs. Et ça, Sophie, tu as beaucoup aimé les objectifs. Oui, alors ça c'est douloureux, parce qu'en fait, donc moi je vais voir Vaïtéa au départ, je lui dis il faut que je change mon distanciel. Mais donc moi, dans ma tête, c'était très clair, hein, fallait réorganiser mes séances, mettre peut-être un petit peu de consignes, mais c'est tout. Et là, Vaïtéa me dit mais non Sophie, on ne travaille pas du tout là sur le contenu, voilà une jolie feuille, tu me dis quels sont tes objectifs. C'est de faire un cours sur la transition énergétique. Hein, voilà. Dans ma tête, je savais à peu près ce que je voulais faire. Mais donc, Vaïtéa m'a forcé à rentrer dans le détail de mes objectifs. L'objectif, évidemment, de départ, central, mais aussi objectif séance par séance. Quels étaient les concepts que je voulais faire passer? Quelles étaient les compétences que je voulais également transmettre? Et ça a été compliqué, parce qu'il y a donc toute une méthode avec des jolis tableaux où on vous fait croiser des données et que si en gros vous avez un peu menti sur un premier tableau, vous vous faites avoir, parce que Vaïtéa va vous dire ah mais non, là tu vois il y a un problème quand on croise tes objectifs avec je ne sais plus tes contenus, voilà, tes activités, ça ne fonctionne plus. Donc la première fois je me suis dit je vais remplir vaguement le tableau de Vaïtéa. C'était hyper bien essayé. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai que le départ, pour moi je le dis, hein, je l'avais dit à Vaïtéa, il a été un peu douloureux. Et après une fois que on accepte, ça a été extrêmement agréable. Et on a bien rigolé. C'est aussi pour ça qu'on est là quand même. Voilà. Et puis effectivement, apprendre aussi donc à rédiger les objectifs et les consignes en s'adressant aux étudiants. C'est tout un passage. Oui, le choix des mots. Et en fait, on s'en rend pas compte quand on enseigne. Et le nombre de fois où Vaïtéa a juste changé un verbe, il y en a notamment. C'était, je sais plus, je crois que c'était mon objectif est de présenter. Et de vous enseigner ou de vous présenter. Oui, mais moi, ça, c'est mon objectif à moi, alors que le distanciel, il est pour les étudiants. Donc les étudiants, il faut leur donner leur objectif, eux, en tant qu'étudiants. C'est donc, voilà. Elle est très bonne. Apprendre, etc. Mais pas présenter, ça c'est un objectif pour l'enseignant. Donc on s'adresse vraiment, on se centre sur les étudiants. On a revu aussi le mode d'évaluation, ça fait partie d'une logique, c'est-à-dire qu'il faut quand même être très cohérent entre les objectifs, l'évaluation, et dans cet ordre-là, parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut leur enseigner, comment on les évalue, alors on peut construire des activités d'apprentissage qui font le pont entre l'un et l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis un point d'honneur à bien articuler, parce que les formations hybrides, c'est spécifique aussi. Il faut bien être clair aussi sur ce qu'on veut leur faire apprendre à distance et ce qu'on travaille en présentiel. Donc il faut vraiment que tout soit très clair et cohérent pour qu'il y ait une complémentarité de ce qu'ils font en distanciel. Donc là, apprendre des concepts, etc. Et ce qu'ils font en présentiel, s'approprier les connaissances apprises à distance. Donc sur les efforts de guidage, je pense qu'on en a parlé suffisamment. Donc pour quel résultat ? Pour toi, Sophie, d'abord ? Alors pour moi, donc là je l'aurais compris, hein, le montage du distanciel a été un petit peu douloureux au départ. C'est vrai que donc on l'a mis en ligne le 14 juillet. Donc les étudiants ont travaillé du 14 juillet jusqu'au le cours, c'est à peu près le 15 août qui commençait. C'est vrai que les premiers jours j'ai un peu stressé en me disant est-ce qu'on va avoir des retours ? En plus c'est un peu les vacances, donc est-ce qu'on va avoir des retours des étudiants nous disant j'aime pas, je comprends pas, il y a un problème technique, il y a des bugs. Et en fait, globalement, on a eu 0 retour. Hein, ça s'est extrêmement bien passé. Donc là, déjà, je me suis dit, le distanciel, a priori, fonctionne. Comme en plus, on avait mis des tests d'entraînement et un quiz final de validation, j'ai bien vu que les étudiants l'avaient passé. Donc, je me suis dit, ah tiens, ça a l'air de fonctionner. Et donc, je suis arrivée au présentiel, donc à Montréal, avec une petite boule à l'estomac, parce que je me suis dit, est-ce que le présentiel va fonctionner ? Le distanciel, c'est bon, mais est-ce qu'en présentiel, j'ai plus de cours ?
parce que le cours, je l'ai fait en distanciel. Donc j'arrive devant des étudiants où si ce qu'on a préparé avec Vaïtéa ne fonctionne pas, je l'appelle même au mois d'août. Donc voilà, petite boule quand même, savoir comme on dit si la mayonnaise allait prendre. Et dès la première séance, la demi-journée, ça a très très bien fonctionné. Donc pour moi, ça a été une découverte qu'effectivement le distanciel a très bien fonctionné, avec des petites nuances quand même, et le présentiel a été un vrai plaisir, parce que du coup, il y avait un acquis des connaissances qui avait été fait à distance, et là, j'utilise maintenant le bon vocabulaire, il y a une mobilisation de ces connaissances, et j'ai pris donc du plaisir à ne pas faire un cours formaté. Les étudiants en formation continue étaient demandeurs également d'interaction, et on a fait 2 jours et demi d'interaction. Alors, quand je dis interaction, c'était pas des vacances quand même. Ça demande, il y a beaucoup d'énergie, il faut quand même les cadrer, il faut faire des feedbacks, ça se prépare, alors pas autant que le distanciel, mais ça se prépare, et il faut quand même des plans B, il faut savoir aussi pourquoi on leur fait faire ce type d'atelier, qu'est-ce que je voulais leur montrer, qu'est-ce que je voulais leur faire tester. Donc c'est vrai que voilà, j'avais un petit stress, mais ça s'est bien passé, et ça m'a fait du bien de enfin pouvoir répondre à des attentes d'étudiants sur le côté interactif de cours. Parce que je pense que voilà, tous les enseignants, on nous demande tous d'être plutôt dans l'interaction, et souvent on fait des efforts et concrètement c'est pas ce qu'ils attendent. Et donc là, ils avaient l'air d'être contents. Oui. Oui, alors les ateliers, nous avons eu typiquement, alors il y en a un qui m'a toujours un petit peu perturbée, c'est celui avec le point de rupture où on n'est plus de consensus. Vaïtéa m'avait dit, tu vas voir, il y a un système qui est très simple, hein, tu leur donnes un sujet et ils doivent un déclencheur, et par exemple alors pour moi sur l'énergie c'est facile, par exemple que pensez-vous quelles sont les contraintes du développement du nucléaire? Donc on a tous un point de vue. Et donc là, l'idée, c'était de dire, vous me dites votre point de vue, votre point commun, et le point de rupture, là où il n'y a plus unanimité dans le groupe. Donc si je vais un peu en provocation, de dire le nucléaire, c'est bien pour les émissions de CO2. Est-ce que vous êtes d'accord à l'unanimité? Et en fait, ce que n'ont pas compris les étudiants, et c'est là où pour moi c'était un petit plaisir, c'est que ils sont, au moment du rendu, ils m'ont dit, alors on est tous d'accord sur ça. Je leur ai dit ok, mais en fait c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où vous n'êtes plus d'accord. Parce que c'est là-dessus qu'on va discuter. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur le futur du nucléaire en termes d'émissions de CO2 ? Le reste, c'est pas ça. C'est vraiment ce point de rupture. Et donc après, on a pu discuter, et ils avaient eu des séances de fond, hein, un petit peu plus technico-économiques en distanciel. Et donc on est rentré dans le débat, et évidemment, on a essayé de dépasser un débat de premier degré sur le nucléaire. Donc il y a eu ce genre de travail. Également les débats, mais pas n'importe quel débat, parce qu'on a tous fait des débats qui sont très mal gérés dans les cours. Voilà. Alors Vaïtéa m'avait fait une proposition que j'avais trouvée sympa. C'est donc vous donner le même sujet, pour ou contre un monopole dans l'électricité. Donc il y a un groupe qui est pour, l'autre qui est contre. On fait un débat, mais attention, il y a une seule personne par groupe qui va débattre. Les autres n'ont pas le droit d'intervenir. Le seul moyen qu'ils interviennent, c'est par post-it. Donc ils passent leurs idées à celui qui débat. Tout le monde est actif. C'est surtout ça, parce que dans les débats, on a 2-3 personnes qui prennent un peu la parole, les autres écoutent, bon, c'est un peu comme les exposés PowerPoint, ils écoutent ou non, on ne sait pas trop. Là, le but, c'était vraiment d'impliquer tout le monde, que tout le monde participe. Donc, Et puis moi, après, ça me permettait de leur dire, attendez, là j'ai entendu un argument, non. Donc ça me permettait après de donner des feedbacks. On a fait également la construction d'une matrice SWOT. Et donc ces matrices, je leur ai dit, vous me donnez votre PPT, et ça va être base commune. Donc ça veut dire qu'on construisait aussi des connaissances communes, et que les étudiants d'ailleurs m'ont demandé d'emblée, sans que je leur dise, je vais le mettre sur l'espace en ligne. Ils m'ont dit, madame, est-ce qu'on pourra avoir accès aux matrices des autres, parce qu'il y a des informations qui m'intéressent, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez des idées, Vaïtéa, elle en a plein. C'est dangereux, hein, je vous le dis, elle en a plein. Le but, c'était vraiment que, finalement, pour revenir un petit peu sur le déclencheur, ou voilà, le fait
de les obliger à pointer aussi ce sur quoi ils ne sont pas d'accord dans un contexte interculturel. En plus, ça permettait d'aller un petit peu au-delà de juste apprendre les notions. Là, ils pouvaient en parler, c'est-à-dire remobiliser ce qu'ils avaient appris pour raisonner sur un sujet donné en situation interculturelle en plus, c'est-à-dire d'entendre aussi différents points de vue bien sûr individuels, mais différents points de vue peut-être relatifs aussi à leur propre contexte et pouvoir aller un petit peu plus loin et bénéficier de l'apprentissage de cette situation-là aussi. Pour les étudiants, on pourra reparler des activités. Pour les étudiants, ce qu'on a constaté, c'est une responsabilisation de leur part dans leur processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils ont pris en main leur apprentissage, on l'a vu à travers le distanciel notamment. Il y avait des QCM facultatifs, donc par définition pas obligatoires, qui ont été passés en très grande majorité. Enfin, il y a eu beaucoup de participation à ça, c'est-à-dire qu'on leur donnait l'occasion de pouvoir faire des points d'étape au fur et à mesure pour qu'eux-mêmes puissent prendre en main leur apprentissage. Se dire, bon là j'ai passé ce QCM facultatif, pas trop bien compris visiblement, je vais revenir sur l'activité. On a une collègue qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais qui est spécialiste des data analyses et qui a pu nous tracer tout ça aussi, ce qui fait qu'on a pu voir le parcours des étudiants et conforter nos hypothèses et ce qu'on avait pu voir au premier abord, c'est-à-dire des étudiants qui pouvaient faire des allers-retours avec le wiki, retourner voir ça, ils retournaient voir les séances quand ils avaient pas bien fait fonctionner leur QCM facultatif. Il y a eu un travail collaboratif, c'est-à-dire qu'effectivement tous les wikis ont été complétés collectivement. Même si ça soulève quand même un petit peu une question, j'espère que je ne dis pas un gros mot en disant ça, mais habitus scolaire, parce qu'on a pu constater quand même une petite différence d'appropriation entre les étudiants canadiens qui avaient tendance à alimenter davantage les wikis et les étudiants français qui alimentaient proportionnellement moins, ça ne veut pas dire qu'ils n'alimentaient pas, mais qui par contre avaient une tendance à consulter très régulièrement. Peut s'expliquer, on pourra en parler, mais c'est une autre discussion. Et donc une appropriation, une bonne appropriation du dispositif. Là, on vous a mis quelques retours des étudiants parce qu'un dispositif s'évalue. Brut. Oui, quelques retours bruts. On insiste, les coquilles ne sont pas de nous-mêmes. Voilà. C'était important de le préciser. mais donc, on a fait passer des des questionnaires pour ce qui concerne le distanciel et le présentiel, qui ne sont pas des questionnaires de satisfaction, j'insiste, mais des questionnaires de mesure du dispositif pédagogique. C'est-à-dire qu'on leur a pas juste demandé, est-ce que vous étiez content ou non, mais est-ce que les objectifs vous ont paru clairs, est-ce que le mode d'évaluation vous a paru cohérent, etc., pour qu'ensuite, nous, on puisse remédier au dispositif s'il y avait un problème derrière, qu'on puisse cibler tout de suite quel était le point problématique. Donc ça, c'était pour le dispositif à distance et le dispositif en présentiel. Bien sûr, on a quand même eu quelques retours à prendre en compte qui ont constitué nos axes d'amélioration dont on va vous parler là. Je ne sais pas si c'est bon, vous avez eu le temps de lire. Alors, ouais. Sur le présentiel, je fais une petite remarque parce que j'avais trouvé ça amusant. Les étudiants français, le premier jour, première minute de cours, clairement m'ont dit « Bon, madame, concrètement, on va faire quoi là ?» Parce que oui. Sur le distanciel, vous avez fait votre cours, donc qu'est-ce que vous allez faire? Alors ça, plus moi, mon stress personnel qui était de dire « Oui, ça a intérêt à fonctionner, ce que VITA et moi, on a préparé. » Mais les Canadiens m'ont jamais posé cette question. Non. Pour eux, c'était évident que on allait faire quelque chose qui allait les intéresser, mais les Français, c'était on voit pas pourquoi maintenant on est là avec vous, puisqu'on a fait le cours, c'est bon, c'est fini. Mais ça, c'est un rapport scolaire de toute façon. Ils sont quand même habitués aussi à apprendre du contenu, des connaissances, etc. Une fois que c'est appris, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il n'y a pas encore, depuis la maternelle, etc., l'habitude d'avoir des activités d'appropriation. C'est-à-dire, une fois qu'ils l'ont appris, pas juste passer des QCM pour le vérifier, mais finalement en faire quelque chose, pas juste avec des rendus de dissertation, mais avoir des activités en cours qui permettent de voir finalement, à partir de ce qu'ils ont appris, comment ils raisonnent autour de ces connaissances pour que le feedback de l'enseignant ne soit pas juste ciblé sur c'est juste, c'est faux, vous avez compris, vous n'avez pas compris, mais à partir de ce que vous avez compris, voilà, là vous mettez en lien telle et telle connaissance, peut-être qu'il vous manque tel élément, ou pouvoir aussi intervenir sur la logique réflexive des étudiants.
Donc on a quand même encore un petit peu de travail plus léger, beaucoup plus léger, pour continuer à améliorer le dispositif pour l'année prochaine. Alors, notamment, effectivement, les étudiants se sont plaints parce qu'il y avait une différence de temps de travail ou temps de préparation sur le distanciel en fonction des séances. Et donc, un élément qui est souvent revenu, c'est de dire, est-ce que vous pouvez pas nous dire le temps approximatif pour faire une activité? Donc, voilà, la vidéo, elle fait 5 minutes. Vous prenez 5 minutes pour remplir le wiki après. Donc, ça veut dire que la première activité, c'est maximum, en moyenne, 10 minutes. Donc, pour qu'ils, en fait, enclenchent une activité en ayant conscience de la longueur de cette activité. Bon, là, effectivement, c'était la première fois et que tout a été reformaté. Donner un accès plus tôt au contenu en ligne. C'est vrai que le 14 juillet, beaucoup de Français m'ont dit on était en vacances, voilà, donc c'était pas très sympa. Donc là, on donnera accès, je pense, fin juin, début juillet, maintenant qu'il est prêt. Voilà. Évidemment, j'ai certains quiz, certains éléments, je suis allée un petit peu plus vite parce que je fatiguais aussi. Hein. Et donc là, il faut que je revienne clairement sur certaines petites activités, c'est plus à la marge. Ouais, plus des quiz facultatifs, mais en même temps, en sachant que de toute manière, quand on reprend un dispositif, il y a toujours des étapes, c'est un travail long, tout est toujours, on peut toujours tout améliorer. Et c'est vrai, mais c'est là qu'on voit l'appropriation qu'il y a eu, c'est qu'il y a quand même eu quelques reproches sur... Bah ouais, mais sur certaines séances, il n'y avait pas beaucoup de quiz facultatifs ou il n'y en avait pas. Est-ce qu'on peut en avoir? Donc c'est quand même, ok, volontiers, quoi. Donc faudra le mettre en place. Alors, j'ai toujours aimé ce terme, le deuil de contenu, parce que c'est vrai que quand on est enseignant, c'est compliqué de se dire ah mais voilà, moi cet article je l'aime beaucoup. Bon, il date un peu, mais je l'aime beaucoup quand même. Il est intéressant. Donc savoir pourquoi. Et la question c'est pourquoi. Voilà, pourquoi il est intéressant. Est-ce que juste parce que tu aimes la vidéo qui va avec? Quel est l'objectif en fait? Et donc effectivement se reposer des questions sur certains contenus. Et sur le présentiel, c'est vrai que voilà l'année prochaine, ce sera la deuxième fois pour moi sur ce nouveau format. Prendre plus de temps sur les feedbacks en présentiel. Parfois, j'ai laissé un peu les étudiants déborder sur des discussions et donc là, être un petit peu plus clair pour avoir le temps des feedbacks. Et alors, là, c'est la dimension très personnelle. Finalement, Sophie, quel apport? Qu'est-ce que tu en retires? Oui. C'était combien en présentiel? 2 jours et demi. Ah, pardon. En fait, j'avais 2 fois 45. Oui, j'avais 45. Mais oui, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment une pression personnelle de me dire si ça ne fonctionne pas. Ah oui. En fait, j'ai passé 2 jours et demi à marcher parce que j'allais de groupe en groupe. Je les avais mis dans des salles différentes pour qu'ils préparent en ayant un petit peu plus, on va dire, d'espace. Après, leur dire bon allez messieurs dames, restitution, on y va. Et c'est pour ça que parfois je me suis laissée un petit peu déborder sur certaines séances. Alors ça dépend. Ça dépend des activités. Voilà. On a fait 4 jusqu'à 10. Ouais. En fait 5 lorsque j'avais les débats, 5 pour, 5 contre, mais ça allait de 4 à 10. Oui, ça dépend vraiment des activités, de ce qui peut être idéal pour l'activité qu'on prépare à ce moment-là. Mais par contre, oui, ça traduit aussi que même en grand groupe, et je mets des guillemets parce que je pense que si d'autres universités nous entendent, parler d'un grand groupe à 45, ça les ferait un petit peu rigoler. Mais au-delà, on se dit souvent qu'on peut faire des activités interactives qu'avec 20 personnes grand maximum. C'est toujours des agencements pédagogiques à faire, mais c'est faisable, ça se fait, quoi. Sophie? Oui, alors... moi, honnêtement, je vais le dire un petit peu direct. Oui, voilà. Moi, ça a complètement modifié ma façon d'enseigner. Mais bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer en commençant le processus avec VITA sur ce cours exécutif MBA. Après, ça fait partie, je pense, de ma réflexion aussi. Et ça a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans ma réflexion. Il s'avère que j'avais, l'année précédente, organisé pour l'HCERS
des focus groupe étudiants. Et donc, j'avais rencontré des étudiants de différents niveaux. Et le retour des étudiants m'avait déjà un petit peu perturbée. Les étudiants me disaient clairement, oui, madame, nous, on veut de l'interaction, l'interactivité. Et je leur disais, oui, mais quand vous êtes en L1, L2, c'est un peu plus compliqué que lorsque vous êtes en master. Et les étudiants de master m'avaient encore plus perturbée parce qu'ils m'avaient dit, en gros, dès qu'on voit le premier cours, un enseignant titulaire qui vient avec son ordinateur et qui va nous faire des PPT, on sait qu'on peut aller sur Facebook, on sait qu'on peut faire autre chose, que ça va pas nous intéresser, qu'il va faire que lire et que en plus s'il fait l'appel, il faut qu'on soit là. Donc en gros, on est vraiment passif devant le cours. Donc vous imaginez quand vous êtes enseignant que vous entendez ça et qu'en plus pendant 10 jours j'ai entendu ça à toutes mes pauses déjeuner sur tous les focus group parce qu'il n'y a pas un seul groupe qui ne m'en a pas parlé, plus VITA qui m'a fait me poser des questions sur mon cours. En fait, en posant des questions sur mon cours, je me suis posé des questions sur moi-même et sur ma manière d'enseigner. Et avant, j'étais plutôt assez contente de moi-même. Voilà, les étudiants avaient l'air plutôt de m'aimer. Donc je m'étais dit c'est que je dois bien enseigner, c'est que voilà, je me remettais pas en question. Et là, ça a été donc l'été de la remise en question. Et depuis, je ne fais plus un seul cours où je n'utilise pas en fait ce que m'a appris VITA. Aussi bien sur le syllabus. Alors déjà, j'avais un tropisme anglo-saxon sur les syllabus, mais là, il est encore plus évident. Les objectifs par séance, bien indiqués. Ok, là, j'ai cette séance, voilà le concept que je veux vous présenter. Et donc, aller un petit peu plus directement à l'objectif. Également, sur les étudiants en master, je vois qu'il y a Florence en face de moi, mais j'ai un cours dans le master, dans le M1 que dirige Florence. Et bien, maintenant, là, dans ce master, sur les 6 séances que j'ai, il y en a 2 où c'est pas moi qui fais cours, c'est les étudiants qui vont être en petits groupes et en interaction. Et donc appliquer les concepts qu'ils auront vus avant. Et donc ils sont très contents, super excités parce que là ils sont acteurs, ils sont plus du tout passifs. Et donc ça change vraiment. Alors maintenant je change pas tous mes cours d'un seul coup. C'est vrai qu'en L1, L2 on est voilà, c'est un petit peu différent et on travaille d'ailleurs en L1, L2 avec VITA. Mais sur mes cours de master, ils ont totalement été modifiés. Maintenant, dès que j'ouvre mes anciens modèles et notamment mes anciens espaces sous MyCourse, je dis à VITA, tu ne regardes pas, parce que voilà, j'avais mis juste des articles, des annales, comme ça, et maintenant je reprends vraiment de A jusqu'à Z. Je vais être honnête, c'est un peu frustrant parce que j'avais l'impression de faire beaucoup de choses et que là, du coup, on m'oblige, et je m'oblige aussi, à diminuer la quantité de ce que je transmettais. Oui, mais c'est moins en quantité pour une meilleure qualité. Et donc, la frustration que les étudiants, à la fin de mes séminaires, je me dis, en fait, ils avaient peut-être presque rien retenu. Là, au moins, je suis sûre qu'ils ont retenu plus de choses parce qu'en plus, je les fais les mobiliser, ces acquis. Et donc ça change beaucoup. Mais par contre, c'est du travail. C'est du travail. Voilà, ça, je le dis aussi. Et un autre élément, parce que je le vois sur le transparent, c'est vrai que je pensais avoir relativement bien suivi l'évolution de la mentalité étudiante, en me considérant encore jeune, on va le dire comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi de quelque chose, c'est que les étudiants, par rapport à moi quand j'étais étudiante, il y a un accès à l'information en temps réel. Je pense que tout enseignant qui est dans cette salle a eu cette réflexion. Vous donnez une information, et là, dans les 30 secondes, un étudiant va dire « Ah mais non, madame, en gros, sous Wikipédia, sous Google, on me dit autre chose. » Alors là, du coup, il faut aller lui expliquer la source, voilà, plein de choses. Mais donc, il y a un accès à l'information. Alors qu'à mon époque, c'était l'enseignant qui donnait l'information. Et donc là, maintenant, je perçois mon cours d'une façon différente. De toute façon, si ils veulent, ils ont accès à l'information. Donc maintenant, il faut essayer de leur donner des consignes, de les accompagner. Et cet accompagnement, moi, je le faisais pas de cette façon. J'étais encore dans le cours, c'est moi qui vous donne l'information. Là, non, je peux par du distanciel commencer à vous donner des informations, mais en présentiel, on va utiliser l'information que vous pouvez avoir en 10 minutes sous Google ou dans certains articles. Et c'est là où, pour moi, voilà, ça a quand même bien changé les choses. Mais je vous rassure, je dors bien la nuit, tout va bien. Voilà.
Bon, ben je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Si vous voulez nous donner votre avis, vous pouvez vous connecter à WooClap. Et puis, si vous avez des questions, eh ben, on est ravis de les prendre et d'y pouvoir y répondre. Des questions. Merci à toutes les deux. C'était vraiment très dynamique. Non, pas Albert. Oh vas-y. Merci beaucoup. Moi, je bois du petit lait en entendant tout ça. C'est vrai qu'il y a plein de trucs que vous avez dit qu'on réalise qu'on a vécu de certaines façons, y compris ce que tu disais sur le fait qu'on se dit ouais, quand même, je suis pas mal comme prof, tout va bien, d'accord. Et quand on commence à regarder, moi, j'ai pas autant bossé que toi, mais un peu quand même avec Vaitea et Loïs sur différents aspects. Moi, j'avais une question pour aller encore plus loin. Moi, j'ai une petite expérience aussi, pas à Dauphine, pas dans les universités, mais dans des entreprises que je connais, comme Orange, par exemple, qui organise des cafés numériques, des choses comme ça. C'est qu'on sait aussi faire de l'interactif en ligne. Donc, c'est pas seulement tout seul devant son écran avant le cours et interactif pendant le cours. C'est que, pour le meilleur ou pour le pire, ou heureusement ou malheureusement, on sait aussi faire des conversations en ligne. Alors, du coup, certains collègues me disent oui, mais nous, on a quand même un avantage dans le présentiel parce qu'on est un campus, c'est que c'est socialisant. D'accord ? Oui, mais comme c'était justement dit, quelqu'un qui arrive avec son PowerPoint et qui le récite, il se passe zéro socialisation pendant le cours. Okay ? Donc, il y a probablement des fois où on ira encore un peu plus loin sur de l'interaction aussi hors présentiel. La question que j'ai, c'est dans quelle mesure ça ne devient pas l'enfer si c'est comme ça tout le temps ? C'est-à-dire qu'il y a une pression sur l'étudiant. Je ne parle pas de la pression sur le prof, normalement, nous, c'est notre boulot. Mais si tous les cours sont comme ça, les étudiants, peut-être que ce ne serait pas idiot de dire de temps en temps, on s'assied puis on écoute, à condition que ce soit bien fait et passionnant. Donc, quelle est votre idée du bon équilibre entre de l'interaction, de l'atelier, et le fait que peut-être, si c'est trop systématique, ça devient quand même assez fatigant. J'ai deux petits commentaires. Déjà, le premier commentaire sur l'interactivité à distance, c'est une des remarques d'amélioration. En fait, les étudiants de l'exécutive MBA, on l'a compris comme ça, auraient bien aimé qu'entre le 14 juillet et le 15 août, j'aille quand même sur le Wikipédia, interagir un peu avec eux ou faire quelque chose. Donc, on est aussi en train de réfléchir sur ce côté interactif sur le distanciel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, on était sur de la formation continue, donc encore un contexte très particulier. Moi, en tout cas, ma transformation sur mes cours, je ne le fais pas dans tous les niveaux et je ne le fais pas dans tous les cours. Là, typiquement, dans le cours pour AID, j'ai 6 séances. Il y a 2 séances qui sont extrêmement, on va dire, que interactives en atelier. J'ai 4 séances qui vont être où je fais cours, même si voilà, j'ai quand même modifié ma façon de faire cours. Je reste encore en faisant cours parfois. Oui, mais là l'exemple que tu donnes, dans la même logique de ce que j'allais dire, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas non plus de passer d'une approche qui était majoritairement magistrale à un tout interactif. Le but, c'est pas d'imposer une forme de nouvelle norme pédagogique. Ça dépend vraiment, en fait, même on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut les faire interagir ? Ça dépend vraiment, c'est toujours pareil, des objectifs, de ce qu'on veut leur faire apprendre. Donc je pense que cet équilibre, il est à se situer à ce niveau-là, quoi. Est-ce que l'interaction s'y prête ? Oui, non. Et surtout, comment est-ce qu'elle s'y prête ? Parce qu'on n'est pas obligé de faire des ateliers qui soient des ateliers interactifs, des mises en situation, qui durent tous 1 heure. Ça peut durer 10 minutes, ça peut être des séquençages ponctuels pendant la séance. On peut mobiliser ça très différemment. Donc, je vais répondre comme d'habitude aux enseignants qui me posent des questions, et comme j'ai pu répondre à Sophie aussi très souvent, c'est ça dépend pourquoi. L'objectif. Oui, puis l'interactivité, elle a diverses formes. Enfin, ça peut aussi être... j'invite tout le monde à regarder les vidéos d'Éric Mazur, qui avait déjà testé des choses il y a des années à Harvard. Lui, il est en cours magistral, il fait une expérimentation, donc c'est un prof de physique de physique. Et il demande aux étudiants de se regrouper, donc il présente l'expérience, et là il leur dit, alors d'après vous, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va être quoi l'étape, le mécanisme ? Vous réfléchissez entre vous, donc on voit les étudiants se retourner, il y a un chaos dans l'amphi parce que tout le monde réfléchit. Ils sont 120, donc ils réfléchissent, ils échangent, et ensuite l'enseignant leur demande
de voter avec un ou clap comme on a à Dauphine. Et donc là, on voit, il y a 60% de bonnes réponses. Et donc là, il leur dit, maintenant vous allez rediscuter avec le voisin, un autre camarade, et essayer de trouver quelqu'un qui n'a pas donné la même réponse que vous, et voyez comment vous allez échanger entre vous. Et en fait, celui qui a bon et qui est convaincu qu'il a bon, il va réussir à convaincre celui qui avait faux. Il aura des arguments plus forts, et donc après il les fait revoter, et là on voit 90% de bonnes réponses, c'est-à-dire qu'ils se sont appris entre eux. Et donc après le prof reprend son cours magistral, mais il ponctue en fait sa séance de démonstration et de moments d'interactivité avec son groupe. Donc il y a plein de formes aussi d'interaction qui ne sont pas forcément du 100% mobilisant intellectuellement pour les étudiants. Oui. Et qui sont aussi des phases de discussion. Puis de remise en activité aussi. On sait très bien que quand on est complètement à l'arrêt, passif ou quoi, il y a un moment donné où c'est... Comment on va dire ça ? Il n'y a pas d'apprentissage en profondeur dans ce genre de cas. Donc, je vais juste j'en profite pour mettre juste un petit point d'attention là-dessus. Souvent, quand on entend maintenant il faut faire de l'interaction, il y a une espèce de nouvelle injonction à faire de l'interaction. Comme pour tout, c'est à prendre avec précaution. Il faut toujours que ça ait un sens. Par interaction, souvent les gens entendent classe inversée. Alors il faut faire de la classe inversée. Pareil, on précise encore tout le temps qu'il y a des classes inversées. Il n'y a pas un modèle type de classe inversée. Ça s'y prête pas pour tout. Ça peut prendre des formes très différentes, et c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas uniformiser les enseignements. Il y a des objectifs différents, des personnalités enseignantes différentes, des styles d'enseignement différents. Et quand on est en accompagnement pédagogique, on tient compte de tout ça. Le but n'étant pas de mettre l'enseignant dans une zone d'inconfort, de stress, parce que c'est trop différent de ce qu'il fait, parce qu'il ne se sent pas à l'aise avec telle ou telle approche. C'est pour ça que c'est vraiment un travail de co-construction, d'adaptation, en tenant compte, évidemment, toujours des étudiants qui sont au cœur de nos attentions, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Moi j'ai une question notamment suite à une des remarques des étudiants qui disaient quel est le temps sur les activités, surtout là que c'était à distanciel. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir au global, parce que si tous les enseignants font des choses en distanciel, ça revient pareil, l'histoire de l'interaction, il y a la même chose en distanciel, et donc il faut avoir, je pense, des approches comme ça en commun sur un programme pour dire, voilà, au total, sur toutes les matières, il va y avoir tel temps qui va être mis pour des activités à faire à la maison, à faire en groupe, en dehors d'un espace de présentiel. Mais voilà, je pense que c'est à construire avec tout le monde, ce genre de choses. Oui, tout à fait. En sachant que ce sera de toute façon un temps approximatif, c'est-à-dire que le but du distanciel, c'est que les étudiants puissent faire les choses à leur rythme. Ça permet d'individualiser aussi le rythme d'apprentissage. Mais par contre, que ce soit un temps indicatif, ça donne toujours une petite idée de ce qu'on fait. Mais c'est vrai que ce serait tout à fait à étendre à l'échelle d'une maquette, pourquoi pas. J'ai fait la pub pour ton master. Ouais, je vois ça, merci beaucoup. Et j'ai deux questions. Et puis effectivement, je voulais parler deux secondes de la classe inversée, parce que ça crée beaucoup de débats parmi les enseignants. Et alors c'est très étrange que tu racontes, Sophie, que pendant les focus group, les étudiants se plaignaient d'être trop passifs en cours et de nous voir présenter nos PowerPoint. Parce qu'en contrepartie, moi j'en reçois qui me disent la pédagogie inversée, c'est horrible. Alors là, pour le coup, on leur demande d'être interactifs et ils n'aiment pas non plus. Alors les collègues qui sont très partisans de la pédagogie inversée disent les étudiants sont caussards, ils ne veulent pas bosser. Voilà pourquoi ils n'aiment pas la pédagogie inversée. Moi, je pense effectivement que ça ne se prête pas pour tous les cours. Mais comment savoir si son propre cours est adapté ou pas? Voilà, prenons rendez-vous avec Maïtea. Alors, j'avais deux questions pour toi, Sophie. Parce qu'effectivement, quand tu dis que tu organises pendant tes 15 heures des ateliers, donc tu ne fais pas de cours. Parce que ça, pour notre génération, c'est extrêmement stressant de ne pas expliquer une théorie entièrement ou de ne pas dérouler des mécanismes compliqués où on se dit qu'on est fondamental pour qu'ils comprennent. Voilà.
Alors, mais tu vois, c'est pour ça que là, sur la formation continue, vraiment, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, si Vaitea, ça ne fonctionne pas, j'ai pas vraiment de cartouche. Ben oui, non, alors je le pensais fortement. C'est pour ça que j'essaie d'être très prudente sur les recommandations que je fais quand même. Hein. J'ai conscience de la couche de responsabilité qui est la mienne. Et alors, du coup, c'était un autre plaisir, hein, parce que là, quand j'ai vu que ça fonctionnait, hein, j'étais beaucoup plus relax. Et ça m'a permis de discuter en petits groupes avec les étudiants. Donc, quand ils me posaient une question, je leur disais, bah oui, là, c'était dans le distanciel. Ah, bah, a priori, je revenais du coup en petits groupes face à des étudiants sur des concepts qu'ils n'avaient peut-être pas obligatoirement bien compris sur le distanciel. Mais que font les autres pendant ce temps-là? C'est pas le bavardage dans les autres groupes? Là, on est sur des adultes de formation continue. Hein. Mais même là, sur les M1, je l'ai fait en EIF aussi. Non, ils se prennent au jeu. C'est des enfants, c'est des gamins, donc ils sont contents. Je leur dis, alors on va faire un débat. Je leur fais souvent, à la fin, on va voter qui a le mieux débattu. Et du coup, ils se prennent vraiment au jeu. Et là, ils sont contents. Ils sont plus, encore une fois, passifs. Mais effectivement, c'est pour ça que certaines séances, j'ai pas réussi avec les tiens. J'ai dit, non, il faut que je fasse un cours. Je suis en cours de transformation. Je suis pas totalement transformée. Donc j'ai des séances où je donne le cours plus de façon magistrale, les concepts, et après, au lieu que ça soit une séance d'exercice, c'est une séance d'atelier, de mobilisation. Et alors, sur ton premier point, c'est extrêmement intéressant parce que effectivement, les étudiants dans les focus group m'ont fait la même réflexion en disant, attention, on veut de l'interaction, mais on ne veut pas de la classe inversée comme c'est souvent fait. Et c'est avec Vaitea, on en avait plusieurs fois parlé, et elle l'a bien dit. Hein. D'abord, il n'y a pas un concept de classe inversée, et la classe inversée peut ne pas du tout fonctionner selon les cours, selon les objectifs des cours, les étudiants, les niveaux, les matières, il y a plein de choses. Et donc imposer un modèle qui n'en est pas un, c'est un petit peu compliqué. Mais surtout qu'en fait, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est comment elle est faite, cette classe inversée. Parce que si c'est demander à un étudiant de lire un chapitre chez lui, pour ensuite, quand il arrive en cours, passer un QCM, parfois noté, j'ai entendu, sur lequel il n'a aucun feedback, et on se dit, mais si en même temps, si on le note pas, ils le font pas. Non, c'est pas si on le note pas, ils le font pas. C'est la question, c'est pourquoi ils le feraient. Donc c'est toujours de remettre du sens. Ils vont le lire, ok, mais pour en faire quoi? Est-ce qu'il y a une activité de restitution qui est faite derrière? Est-ce que l'activité de restitution est réellement utilisée par l'enseignant aussi en cours? Parce que c'était dans les cours de maths, avec les nouveaux maîtres de conférences de PSL qu'on en parlait aussi, où on va nous donner tout un volet d'exercices de maths à faire à la maison, dont ils ont déjà le corrigé. Pourquoi ils le feraient? Ils ont déjà le corrigé. C'est ça aussi, c'est-à-dire faire attention parfois à des tout petits éléments qu'on va insérer comme ça sans s'en rendre compte dans le dispositif de formation qui finalement enrayent complètement la dynamique. Comme pour aussi les évaluations par les pairs. C'est-à-dire que si on demande aux étudiants de s'évaluer entre eux, il faut que le point d'entrée de l'enseignant dans l'évaluation soit différent. Si l'enseignant recorrige absolument tout derrière, ils ne vont pas s'évaluer entre eux. Pourquoi il le ferait? L'enseignant le fait. Donc c'est toujours faire attention à ça. Donc c'est pour ça que... Alors, la classe inversée, non. Des classes inversées, oui. Et si elle ne fonctionne pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle est faite et pourquoi. J'ai une petite dernière question, je passe le micro tout de suite. Comment tu as fait pour les évaluer à la fin? Est-ce que tu fais un examen standard ou est-ce que tu évalues sur les ateliers, leur participation? Il y avait une évaluation sur le distanciel. Donc j'avais 5 séances. Il y avait un quiz à la fin de chaque séance. Et on ne l'a pas dit, mais à la fin de la séance 1, il y avait un quiz. Et pour passer à la séance 2 en distanciel, il fallait absolument avoir fait le quiz de la séance 1. Voilà, donc ils n'avaient pas accès au départ aux 5 séances. Ils ont vu au fur et à mesure, donc jusqu'au 5e quiz. Alors je savais que le distanciel, j'allais pas mettre 80% de ma note sur le distanciel. Voilà, c'était 20%, histoire de donner une incitation quand même et de dire, voilà, si vous travaillez et que tout se passe bien, vous avez quand même un petit avantage. Et puis après, j'avais un travail individuel. Parce que là, pour l'exécutif MBA, on a besoin d'une note individuelle et donc un mémoire et je vais les corriger. Voilà. J'insiste juste sur le fait que, voilà, même le mode d'évaluation précis est mis à disposition des étudiants en distanciel. C'est important qu'ils sachent comment ils vont être évalués, qu'il y ait une cohérence d'ensemble.
Alors moi j'avais une question, mais vous y avez en partie répondu, mais c'est justement en fait quelles consignes ils ont avant là on ouvre le 15 juillet, il y a une espèce de kick-off quoi, enfin vous les voyez, vous faites un petit pitch à distance pour leur dire voilà ça commence, et après bon effectivement vous avez dit que finalement ne s'ouvrait l'espace que, mais comment eux ils séquencent, c'est à eux de s'organiser entièrement, et vous leur dites il y a 5 séances et il faudra tout faire dans les 4 semaines, donc faites-en une idéalement une par semaine, organisez-vous, comment vous les aidez là-dessus? Alors c'est vrai que la première fois l'année dernière, on leur a juste dit vous avez 5 séances. Au bout à la fin de chaque séance, vous avez un quiz de validation qui est obligatoire pour ouvrir la séance qui suit. Et vous avez jusqu'au 20 août, date du présentiel. Et donc on les a laissés totalement libres. Après on a un petit peu regardé quand même, voir comment ça s'organisait, voir si ça prenait bien. Mais c'était vraiment, il y avait, tu peux peut-être remettre. Ou c'était ça, d'accord. C'était dès le départ le premier document, la première information qu'ils ont eue, avec le premier temps, le deuxième temps, pour leur faire comprendre qu'on se reverrait à Montréal et qu'on allait faire quand même des choses, même si ils avaient des doutes. Oui, c'est pour ça que quand il y a tout un aspect en distanciel, c'est toujours important de remplir cet onglet qu'on oublie un petit peu, modalité du cours. Pour présenter l'organisation du cours, c'est-à-dire, ok, déjà même dans l'articulation, il y a cet espace en distanciel, mais qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que c'est juste une mise à disposition de ressources qu'ils doivent utiliser pendant le présentiel ou pendant les cours, voilà. Est-ce qu'ils l'utilisent avant? Est-ce que ça constitue vraiment une partie du cours en amont? Donc tout ça, ça doit être précisé, donc c'est ce qui a été fait là, c'est pour ça qu'on a bien précisé comment la partie en distanciel et en présentiel s'imbriquait. Pareil, en facilitant aussi, il y a des petites variables ergonomiques, mais toujours faciliter un petit peu l'accès, qu'ils ne galèrent pas dans l'espace, parce que c'est un petit peu démotivant. Et puis, ensuite, avoir accès au contenu de cours, où on a toutes les séances. Chaque séance, effectivement, comme Sophie l'a dit, était séquencée pour être sûr qu'ils fassent les choses dans l'ordre, parce que là, ça a été construit vraiment comme un dispositif d'apprentissage. Il ne faudrait pas qu'ils commencent par le chapitre 5 sans avoir vu le chapitre 1, parce que là, c'est pareil, c'est du non-sens. Ils n'auraient pas réussi à s'approprier les choses. Donc, tout a été conditionné, et merci beaucoup aux FURM pour leur aide importante, parce que, merci d'avoir accompagné mon incompétence technique pour pouvoir paramétrer tout ça, parce qu'en fait, ils étaient au courant que tout dépendait à chaque fois, et c'est toujours rappelé aussi à chaque temps, donc comme là, que c'est obligatoire pour accéder à la séance 2, qui lui-même a un quiz obligatoire pour accéder à la séance 3. Ça permet de graduer aussi et finalement de construire un parcours d'apprentissage à distance qu'on a pu vérifier d'ailleurs aussi avec les data analyses, où on voit bien ces allers et retours avec le wiki pour aller vérifier les choses et ce déroulé graduel de la séance 1 à la séance 5. Voilà. Et le quiz, c'est un outil de MyCourse? Oui, tout est un outil de MyCourse. Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est pareil. Quand on revoit un dispositif de formation, le but, c'est pas non plus de doubler la charge de travail de l'enseignant, c'est de faire en tenant compte de toutes les contraintes. Donc, effectivement, les quiz sont autocorrigés. Le wiki, il le vérifie. Donc là, j'en avais ouvert un pour vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer le wiki de la séance géopolitique. Hop. Toutes les entrées qui sont sur le côté, ce sont des entrées que les étudiants ont réalisées eux-mêmes. Le mal hollandais. Voilà, on va voir ce qu'ils nous ont mis. Voilà, donc là, on voit par exemple que ça a été créé par cette étudiante, que le texte a été modifié par une autre étudiante. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une collaboration sur la définition des concepts. La seule chose étant qu'on pourrait quand même mettre un petit commentaire, en prendre quelques-uns pour mettre un petit commentaire ou un petit like de l'enseignante pour marquer la présence de l'enseignante, mais pas le but n'étant pas que de toute manière Sophie s'amuse à commenter toutes les entrées de wiki pour la simple et bonne raison du temps que ça prend, de deux surtout dans une logique pédagogique. Vu qu'il y a des séances en atelier où on voit comment il s'approprie ses connaissances, c'était l'occasion aussi pour toi de revenir sur des incompréhensions, des choses comme ça. Donc il n'y a pas besoin de doubler le temps. Oui, d'ailleurs, vous disiez qu'en présentiel, les étudiants, on l'a vu dans les data analyses, sont revenus consulter d'eux-mêmes
les wikis, parce qu'ils avaient vu les notions un mois avant. Donc quand c'était plus très clair pour eux, pendant la séance de présentiel, ils se sont appuyés sur le dispositif distanciel. Et c'était vraiment l'objectif, quoi, qu'ils créent eux-mêmes une banque de, je sais pas, de concepts clés. Voilà. Albert. Je rajoutais une petite remarque. Il me semble que toutes ces façons-là d'apprendre, c'est pas seulement que ça produit des apprentissages plus pérennes, c'est que ça produit des apprentissages plus responsables. Responsables non seulement pour chacun par rapport à sa propre trajectoire, mais le monde est fait aussi de gens qui ont fait des applications inconséquentes de théories dont certaines sont enseignées dans les universités. Et à partir de là, le fait de leur faire vivre ce genre de choses a quelques avantages. Autrement dit, si je contraste beaucoup, on pourrait avoir d'un côté le classique cours magistral et avec la séparation cours TD qui va avec, et dans laquelle on est encore, bien que, comme ça a été rappelé sur l'exemple de la vidéo d'Éric Mazur, la distinction cours TD peut éventuellement s'amoindrir. Et c'est une de mes bagarres dans le futur Dauphine pour qu'on ne réplique pas absolument à l'identique les configurations actuelles. Bon, il y a du boulot. Et l'autre côté, à 180 degrés, c'est qu'on imagine, je vais contraster beaucoup, bien sûr, il ne faut pas faire uniquement ça, mais ce seraient des étudiants qui, au fur et à mesure de leur parcours, travaillent sur un certain nombre de projets, des missions professionnelles, des projets de recherche, des sujets donnés par les profs, des controverses, etc. Et avec l'image simplifiée, c'est autour de groupes d'étudiants, éventuellement à composition variable, des collèges de profs qui sont autour et qui les accompagnent. Moi, quand je fais des ateliers d'innovation dans mon master pour des missions d'entreprise, on est la majorité du temps à coacher des groupes, et on est plusieurs profs en mode coaching transdisciplinaire, d'accord ? C'est intéressant d'imaginer ça, et si on le contraste, ne serait-ce que pour l'exercice, vous voyez bien qu'on fait disparaître pas mal de paramètres de nos structures actuelles d'enseignement, la notion de tel M1, tel M2, de parcours, même de service des enseignants d'ailleurs, donc c'est extrêmement subversif si on veut tout ça, et c'est probablement impossible à changer rapidement, et d'ailleurs c'est pas souhaitable. Simplement, le fait de réfléchir en contrastant comme ça, et en disant, bien sûr, il va y avoir encore des super cours magistraux, il va y avoir encore des super TD, il va y avoir encore des moments où cette distinction est parfaitement cohérente. D'ailleurs, on a des cohortes, voilà, on est sur 900 ou 1000 étudiants, on n'est pas sur 50, donc il faut gérer la masse. Mais par ailleurs, l'idée d'expérimenter des choses en coaching transdisciplinaire, ce qui est juste pousser encore un peu plus loin ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est des trucs qu'on peut essayer. Et dernière chose, on voit bien que c'est à la fois c'est lent à bouger et ceux qui essayent sont contents. Moi, les 2-3 trucs que j'ai essayé avec vous, moi aussi, ça m'a renouvelé encore, si c'était nécessaire, mon plaisir d'enseigner. Et je veux dire, comme dirait l'autre, les KPI, ça se voit sur la tête des étudiants. C'est pas la peine de faire des questionnaires. Merci Albert. Vous voulez réagir? Ouais. Alors, Anne. Attends, Anne. Sinon, ta question ne sera pas enregistrée. C'est plus un constat qu'une question, c'est qu'il y a des classes inversées qui ont été mises en place aussi à Dauphine, y compris en licence. Et la critique des étudiants, c'est de dire que ça alourdit, parce que finalement, on n'a pas revu notre méthode pédagogique jusqu'au bout, parce qu'on maintient un certain nombre d'heures présentielles qui est aussi important. Donc finalement, ils croulent sous la charge de travail et n'en retirent pas tellement les... Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir avant aussi sur cet aspect, quoi. Limiter... présentiel. Non, mais c'est ça, c'est que quand on amène une modification, que ce soit un espace en distanciel ou une autre dynamique qu'on veut ajouter dans un cours, tout doit se revoir en cohérence. Ça, c'est clair. On ne revoit pas un petit bout en faisant du bricolage de ci, de là. Idéalement, vraiment, on revoit l'ensemble pour qu'il y ait une cohérence pédagogique évidemment, pour les étudiants que ça fasse du sens, pour les enseignants que ça n'alourdisse pas non plus les charges de travail, pour les étudiants non plus, il faut tenir compte, on ne peut pas décider de vouloir faire quelque chose de... Enfin voilà, on ne peut pas partir dans une idée de bon, je vais moderniser, on va faire ci, on va faire ça, ça va être super, sans tenir compte des contraintes qui font partie du dispositif quand on construit les choses, des contraintes institutionnelles, des contraintes calendaires, etc. Et tout ça, effectivement,
c'est indispensable d'en tenir compte, sinon ça ne peut pas fonctionner, encore une fois. Vous rappelez Anne en micro avec Isor pour faire les classes inversées en L1 et L2 en micro. Et on l'a fait une année et on n'a pas continué. Mais c'était avant Vaitea. Voilà. Et là, on est en train de travailler en fait en L1 sur la micro avec Vaitea, pas sur une classe inversée, mais avec une cohorte donc, de tous les L1 pour essayer d'avoir des briques pédagogiques qui se construisent et ainsi de suite. Et qui soient valides en plus sur les différents campus. Voilà. Non, on travaille. Moi, je trouve que le vrai frein, justement, c'est le service. Parce que nous, on a essayé d'un peu de le modifier en modifiant les... Enfin, moi, je suis à la direction du GFR de marketing et stratégie. On voulait modifier bien les maquettes de M1. Et en fait, si on réduit le volume de cours, vraiment en présentiel, bah, du coup, les gens font plus leur service. Et tout de suite, comme c'est pas comptabilisé, finalement, tout... Alors, en fait, on peut un peu bidouiller, c'est-à-dire que finalement, parfois, on est en train de nous dire oui, mais si on réserve pas une salle en face, on vous comptabilise pas l'heure. Mais parfois, c'est absurde, c'est-à-dire qu'on bloque des salles alors qu'on a déjà un problème de salle à Dauphine. Oui. Donc, on fait un peu, on dit à nos assistants, bah si, bloque quand même une salle, mais en fait, on sera pas dans la salle parce qu'en fait, on les fait bosser en distance. Mais on compte quand même des heures, mais on a l'impression de truander parce qu'on compte des heures. On se compte des heures parce qu'accessoirement, en fait, c'est énormément de boulot. Et puis surtout, on veut alléger la maquette des étudiants, sinon, effectivement, ils peuvent pas. Là, nous, ils sont remplis de cours du matin au soir et TD et tout, et donc en fait. Alors, j'ai une petite anecdote comme ça. Un de mes amis enseignants profs au Canada me disait qu'aujourd'hui, sur la rémunération des enseignants canadiens dans l'université où il est, il y a différents modèles. Il y a le prof qui prépare le cours qui va être mis en ligne. Donc lui, c'est lui qui réfléchit, qui met les transparents. Mais attention, lui, c'est pas lui qu'on va filmer parce qu'il est peut-être pas aussi charismatique qu'il faut. Et donc, il va y avoir un deuxième enseignant, c'est celui qui va vraiment donner le cours. Et donc la rémunération n'est pas la même. Et accrochez-vous, après vous avez le TA qui va faire, et là on est sur du distanciel interactif, qui va répondre aux questions des étudiants, qui va corriger les quiz toutes les semaines et ainsi de suite. Et donc il y a 3 catégories, 3 rémunérations. Et c'est pas parce que le prof qui a pensé le cours, il le pense une fois, oui, mais quelque part on utilise son produit après. Donc il y a un changement pas anodin, on va dire aussi, dans nos services enseignants, comment on s'imagine aussi. Ou parfois même donner cours à 2. Moi je fais ça un peu avec une collègue, mais on accepte finalement de peut-être payer 2 fois moins. Exactement. Merci. Oui. Mais c'était super sympa de donner cours à 2 en fait. Mais voilà, on l'a préparé à 2, donc c'était moins de boulot quelque part. Mais bon, en heure, on est payé la moitié de l'heure. C'est ton boulot ça, Albert. Hein? Ah. La commande a été passée en tout cas. Moi, j'étais aussi sensible à ce que vous disiez dans des détails qui n'en sont pas, ce que j'appelle les petits riens qui changent tout. Quand on dit il y a un étudiant qui planche et les autres qui mettent des post-it, par exemple. Dans cette rubrique-là, il y en a plein, des choses comme ça. Et moi, dans ma carrière, je les ai apprises minoritairement par moi-même, par hasard, et majoritairement ailleurs qu'à l'université. Par exemple, je travaille avec un collègue qui est prof associé au CNAM, mais qui est coach. Et maintenant, j'ai introduit dans des ateliers d'innovation, mais on peut le faire à d'autres occasions, des trucs du style dragon et chevalier. C'est-à-dire que quand quelqu'un présente un truc, dans les autres groupes, il y a 1 ou 2 ou 3 dragons, 1 ou 2 ou 3 chevaliers. Et du coup, ça répercute sur les étudiants une forme de responsabilisation, de réaction. Donc ça gère leur attention. Ça soulage l'enseignant du stress d'avoir absolument à dire quelque chose après chaque intervention. Et le fait de commenter les dragons et chevaliers éventuellement, c'est plus facile. Et les étudiants ont participé. Je me demandais si, dans nos actions à venir de transformation pédagogique, le fait de mettre à disposition des collègues une liste un peu sympa de ce genre de trucs serait une bonne idée, ou si dans votre expérience, il faut quand même les avoir essayés avant de piocher dans la liste et de faire n'importe quoi. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer quand même pas mal de choses en diffusant un peu ces, j'ose pas dire soft skills, mais c'est presque ça, qui sont traditionnellement totalement méprisés par les grands mandarins dans la culture universitaire, parce qu'on arrive, on délivre sa scientifique moelle et puis on s'en va et ça suffit. Et l'université, probablement il y a 5 siècles, c'était ça. Et on est encore sur le rayonnement fossile de ce genre de choses, par certains aspects. Et donc comment introduire de façon non risible vue des destinataires un peu plus de post-it, un peu plus de wool clap, un peu plus de dragons et chevaliers, un peu plus de choses comme ça. Je pense qu'il serait intéressant de pouvoir faire une
banque d'activités pédagogiques, mais plus sous forme de retour d'expérience, c'est-à-dire telle activité a été faite, mais dans tel contexte, parce que c'est une petite crispation personnelle que j'ai. Enfin, j'ai peur en fait, que ce type d'activité, comme pour ce qui est devenu la classe inversée au lieu des classes inversées, que très vite on dise en fait c'est comme ça qu'il faut faire, uniquement comme ça, et que finalement on aille piocher des idées d'activité qu'on imbrique dans un cours où ça s'y prête pas, ou pas de cette manière-là, et que ça fasse gadget, et que ça ne fonctionne pas, et que voilà. Mais par contre, que nous, on ait à disposition une banque d'activités pédagogiques dans tel ou tel contexte, mais en faisant bien comprendre que ce ne sont pas des recettes, c'est surtout ça, que ce ne sont pas des recettes, mais une illustration de ce qui peut se faire à Dauphine, par exemple. Là, je pense que ce serait intéressant. Mais voilà, avec un peu de précaution. Oui, mais, oui, non, mais c'est tout à fait... des pratiques et je me les adapte. Donc en fait, on a aussi, comme on a cette expérience, et comme vous le disiez, notre personnalité joue beaucoup par rapport à ça. Il y a des trucs sur lesquels on dit « Ah non, moi je suis incapable d'animer un truc pareil ». D'autres, on va fitter. Et en fait, on s'inspire finalement, nous, déjà, de trucs très lointains. Donc que vous les ayez un peu pré-mâchés, pour nous, c'est génial. Même si on ne fait pas toute une démarche d'accompagnement de zéro, quoi. Oui, que ça donne des idées de départ, oui. N'existe plus. De toute façon, c'est la mission de l'ITP, d'être la raison d'une réunion comme aujourd'hui, c'est justement de partager, diffuser, montrer ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc on espère que ça a déclenché des envies chez nos enseignants. Voilà, sachant que ITA est là pour vous accompagner au mieux. On a également un deuxième conseiller pédagogique qui va nous rejoindre le 18 mars. Donc on sera 3, ce qui est déjà super parce qu'effectivement on part de rien. Donc c'est une belle aventure à vivre. Et puis n'hésitez pas, vous avez repéré l'individu. Et puis Sophie, s'il y a d'autres... Et puis Sophie, si vous avez des questions, se prête très gentiment au jeu du retour d'expérience et on l'en remercie beaucoup. S'il faut un petit argument de vente, Sophie est devenue une star parmi nos maîtres de conférences parce qu'à chaque fois on illustre en montrant son espace et tout, donc c'est un nom qui circule bien. Tu es une star, Sophie. Elle a été starifiée.